Apéro spécial finale NBA. Et alors? Qui c'est qui mène 2-0 là? Ce serait pas les Suns par hasard? Ce sont les Suns de Phoenix. Je ne te pose pas la question, Alex, comment ça va? Pouah, sans déconner. Je suis fatigué, mais alors ça va plutôt bien. Ça va forcément bien. Tu sais, quand t'es fatigué mais que t'as la pêche en fait. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Je connais, ça fait longtemps que je Ouais. n'ai pas eu cette sensation en finale NBA, mais je vois très bien ce que tu veux dire. On s'installe tranquillou pour se faire ce petit apéro débrief. Vous le savez, sur ces playoffs 2021, à chaque fois on a fait des débriefs dans les séries au bout de 2 matchs, de 4 matchs. Est-ce qu'il y aura un deuxième débrief? On ne sait pas encore. Ce qui est sûr et certain, c'est que pour le moment, il y a eu 2 matchs qui ont été joués entre les Suns et les Bucks. Alex, il est chaud, il a sorti la casquette. On va pouvoir revenir sur plein de choses suite à ce Game 1 et ce Game 2 qui ont eu lieu à Phoenix dans l'Arizona. Les physionomies de ces 2 matchs, les leçons à retenir un petit peu, les ajustements, avant le Game 3 de ce dimanche soir qui aura lieu à 2h du matin dans le Wisconsin. 2 heures du matin, horaire très agréable. C'est le match Hein. le plus tôt de ces finales. Ouais, non, mais on le sait, de toute façon, les finales, pour nous, en France, c'est des horaires quand même compliqués parce que c'est le prime time américain, c'est comme ça, c'est le Oui. jeu. Ça nous empêche pas d'être devant, ça nous empêche pas d'apprécier la greatness en provenance de Phoenix. Tout à fait, extraordinaire. Les 2 matchs qui se sont joués pour le moment chez les Suns, 2 physionomies de matchs assez différentes. Je te propose qu'on ne perde pas de temps et qu'on rentre directement dans le vif Allez, du sujet. Je sais qu'il y a plein de gens aussi qu'on attend évidemment dans les commentaires parce que vous avez été nombreux à voir ces matchs soit en direct avec nous tard dans la nuit, soit en replay. Game 1. Bon, évidemment, énorme ambiance à Phoenix. Un match qu'on a commenté en direct, Alex. On était devant sur la chaîne YouTube de Trash Talk et on observait déjà les prémices d'une série qui a l'air quand même vachement kiffante en termes de basket, quand même. ça joue bien. Ça joue des styles, deux équipes avec des styles quand même assez différents, hein, Ouais. parce que les points forts ne sont pas les mêmes. Mais effectivement, que ce soit Game 1 ou Game 2, franchement, on a vu deux beaux matchs de basket, ça fait plaisir. Ça démarre On a très vu des bien. matchs déjà assez accrochés, même si on va y revenir. Quand même, il y a eu, en tout cas sur les deux premiers games, il y a quand même eu un petit sentiment genre, bah les Suns ils maîtrisent leur sujet. Les deux mains sur le volant. Yanis c'est pas à 100%, on va en Ah. reparler et tout machin, même si bon il pèse et tout. Mais oui, Game 1 que en termes de déroulé de match pour la refaire rapidement, la première mi-temps, tu te rappelles, elle est quand même vachement serrée. Bien Il y sûr. a juste un micro blitz d'écart des Suns en fin de première mi-temps qui leur fait aller à la mi-temps à plus 7, je crois. Une petite Ouais, bêtise comme 7, ça, je une crois, crotte je de vois nez, un truc quoi. qui bouge pas, Pas je le dois genre de l'avoir truc ici là. pas le genre de lead en tout cas qui doit effrayer les Bucks. Ça, je m'en souviens, on en avait parlé à la mi-temps. Plus, donc il y avait 57 à 49, Plus plus 8. 8. Tout à fait. Donc, bon, tu vois, pas non plus un lead où on se dit, ouais, ça y est, les Suns, ils ont écrabouillé les Bucks, hein, on n'est pas du tout dans ce Non, bien sûr. délire-là. Ce qui est très impressionnant côté Suns sur le Game 1, c'est le troisième quart-temps, quoi. Ah bah le C'est troisième Chris quart, Paul. ça a été le Chris Paul show. On le critiquait en sortie de premier quart-temps. Tu sais, on en discutait tous les deux avec les gens là, qui étaient Ouais. plusieurs milliers à 3h du matin avec nous jusqu'à 6h du mat pour voir le match. Chris Paul ne le démarre pas fou. Mais alors le troisième quart-temps de Chris Paul est une masterclass complète. Et on rentre dans cette espèce d'aspect de la série qui va nous mener peut-être à plusieurs discussions sur le reste de cette série. Mais c'est, ok, intelligence de jeu maximale chez les Suns en termes d'ajustement in-game. On va essayer de punir le pire défenseur que vous mettez sur le terrain. Hashtag danse avec les stars. Et donc forcément, soit c'est Brook Lopez, soit c'est Bobby Portis, soit c'est Bryn Bryn Forbes, Forbes, soit c'est Jeff même, Teague ou Pat ou Connaughton, Pat même il s'est fait Connaughton. punir. Ouais, tout Mais à la fait, je suis sanction est d'accord. totale de la part de Chris Paul et de ses potes quand même. L'intelligence tactique, il y a Chris Paul. L'intelligence tactique aussi de Monty Williams, qui Bien met sûr. les bons joueurs sur le parquet, qui adapte bien ses match-ups assez rapidement. C'est en tout début de match, on voit un moment Ayton qui sort alors que Yanis revient sur le parquet. Ça a duré 1 minute. Hein. Après, Bien sûr. Monty Williams, ça fait non, en fait, ça, c'est plus possible. Et comme tu sais, on en a parlé en live et tout, moi j'ai eu la sensation que Monty, il allait laisser du Ayton partout à chaque fois Oui. qu'il y avait Yanis. C'est ce qu'on a vu au match 2, donc on va en reparler. Mais pour revenir au point que tu évoquais, ouais, il y a aussi eu du très très bon choix de la part de Booker, Ouais. euh, qui est quand même celui qui fait un premier carton plein d'envie, plein d'agressivité, qui va 12 chercher points, ses je crois. points. Il va chercher ses points sur la ligne de lancer et tout, pendant que Cricri, ça rate ses tirs et ça perd des ballons. Ça fait quand même du bien. Et les deux, c'est vrai que les deux,
Dès qu'ils ont vu, comme tu l'as dit, dès qu'ils ont vu du Brook Lopez, là, du Bobby Portis, vu que Miami, n'importe quoi, vu que Milwaukee switchait tout, ils ont tout de suite dit, bah très bien, parfait. Alors Booker à la Allez-y, hein. balle. Alors qui? Ah bah tiens, viens par là, DeAndre Ayton avec Brook Lopez, comme ça Booker il va pouvoir jouer Brook Fait Lopez, les et ainsi switches, de hein, suite, bien et sûr. ainsi de suite. Ouais. C'était assez Et fou ça à a fait voir. très mal. Ça a Ouais. fait très très mal. Milwaukee a été dans la quasi-incapacité d'empêcher les Suns de scorer. Je veux dire, 118 points, c'est bien. Bon, ils ont fait quelques stops, hein, je dis pas le contraire, mais je veux dire, voilà. Non, Pendant c'est que clair. Phoenix, lui, arrivait assez bien, je trouve, je sais pas ce que t'en penses toi, Bastien, mais je trouvais que Phoenix a bien défendu dans ce premier match. Oui, c'était tout à fait honnête parce que bon, t'es à domicile. On se demandait, et je sais qu'on en discutait avec certains qui étaient devant le match, savoir si Milwaukee, qui venait de finir sa série contre Atlanta et s'enchaînait un déplacement à Phoenix, on se demandait s'il y avait un petit coup de fatigue ou de quoi que ce soit. On sait que les Game 1 c'est souvent assez aléatoire, mais ça n'enlève en rien du crédit pour les Suns qui en effet, je trouve, ont assez bien défendu. Ça s'est ajusté en fait. Phoenix a montré à quel point au sein des matchs, il y a des équipes qui s'ajustent très bien au sein d'une série. Il y a des équipes qui sont très capables de s'ajuster au sein des matchs et les équipes qui sont capables de faire les deux, on peut les retrouver généralement dans l'année carré. Et donc on a vu Phoenix Ça. défensivement qui a montré que ils étaient capables de vraiment s'ajuster. C'est devenu beaucoup plus difficile d'attaquer et de punir côté Bucks en deuxième mi-temps. J'étais assez impressionné et je voyais notamment, tu parlais de Monty Williams tout à l'heure, de certains ajustements qui ont eu lieu. Alors que tu perds un joueur comme Dario Saric, on va y revenir évidemment sur les blessures, ça c'est pas facile, mais ça montre aussi l'effectif des Suns et la profondeur. Tu sentais que s'il y avait besoin que quelqu'un rentre et remplisse son rôle, c'était fait. C'est-à-dire que Michael Bridges savait très bien ce qu'il devait faire. DeAndre Ayton, on en a quasi pas assez parlé, mais sur le Game 1, il y a eu On va plein en parler. de visuels parce que l'autre, on n'a pas vu un Game 1 de finale NBA depuis L'autre, il est Abdul-Jabbar. rentré dans des Et clubs. Shaq, et Il est Shaq. rentré dans des clubs. Ah non, mais Il y a c'est. que des jolis noms et il n'y a pas grand monde. Hein. Bien sûr. Il est Non, non, rentré mais dans des clubs à 4 là où il y a genre Bill Russell, Complètement. Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, chaque et prime DeAndre Shaq, Ayton. prime Karim et prime Olajuwon. C'est vrai que sur l'aspect défensif, puisque tu me poses la question, c'était assez impressionnant. Moi, là où j'ai été assez bluffé et épaté, c'est que ce jeu de chasse là, du chat et de la souris sur Switch, sur pick and roll, on savait d'entrée, on avait parlé dans la preview que bon, Milwaukee, lorsqu'il est question de switcher, ils ont quelques joueurs capables, mais attention, ils peuvent vite être un petit peu dans leur méthode de jeu avec Budenholzer, et donc on s'ajuste pas trop. Et Phoenix faisait une espèce de masterclass de... Il y a des millions de gens qui nous regardent, il y a des milliers de gens qui sont dans cette salle. Regardez à quel point vous vous montrez, quel que soit le maillon faible que vous allez mettre sur le parquet, à quel On point va aller on le va chercher. bien les attaquer. Ouais. Ça, Ouais, c'est trop fort. ouais. Et ça, ils ont été trop forts là-dessus. Ensuite, pour revenir à ce que tu disais par rapport à Monty qui a des options, ce qui est intéressant, c'est qu'il a des options, mais qu'il n'hésite pas à prendre des vrais choix. Genre, il a essayé un peu de Kaminsky au Game 1. Tu sais, quand Saric se blesse, il essaie un peu de Kaminsky. Je sais pas pour toi, mais tu as vu Kaminsky au Game 2 ou pas? Je crois pas. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est bien ça. C'est logique. Bien sûr. Kaminsky, je crois il a joué, genre il a dû faire la minute de garbage dans le Game 2. Enfin, il a pas joué vraiment dans le Game 2. Hein. Je dis ça pour les Box Score Boys. Non, mais c'est vrai. Genre, je crois, faudrait vérifier, mais je l'ai pas. Là, je la cherchais, mais je l'ai pas. Mais je crois il a joué, si je me souviens bien, la nuit dernière, il a joué un tout petit peu en toute fin de match. Oui. Non, mais en gros, il a fait du small. Ouais. Du small. Or, Ayton, tu joues un peu small. Ça t'arrange pas des masses. Hein. On va en reparler quand on va parler du Game 2, mais il y a moyen que Phoenix souffre quand même pas mal de l'absence de Saric et peut-être probablement de celle de Torrey Craig maintenant, qui sont deux joueurs. Saric, c'est quand même un intérieur qu'on aime bien, polyvalent et tout. Et Torrey Craig, même si c'est pas un vrai intérieur, il amène son physique, sa longueur de bras, son agressivité, sa défense. Enfin, on va checker tout ça, mais la profondeur se raccourcit un peu pour Monty Williams. Mais en tout cas, au Game 1, tu as raison de le signaler. Il a fait beaucoup de bons choix. Et le côté next man up, chacun connaît son rôle, a fait plaisir du côté de Phoenix. Ouais, complètement. C'est un beau match bien maîtrisé. On va peut-être parler un peu des Bucks. Oui, tout à fait. J'allais ce juste match finir one, sur, vas-y. j'allais juste finir sur les Suns, tu vois, puisque je me remettais la fiche notamment sous les yeux. Je sais qu'il y a eu, tu parlais de défense, et il y a eu énormément de punchlines qui ont été balancées sur, parce que c'est, comme tu le dis, c'est les feuilles de Stat Boys ou Girls, hein, si ça arrive, Girls, ouais. de Monsieur Jay Crowder. Qui typiquement est le joueur dans ce match qui est à 0 sur 8 au tir et 0 sur 5 à 3 points Quel et donc match, est une punchline en fait au niveau offensif, parce que tu dis bon bah Jay Crowder, on est sorti de ce match, on a dit il va planter des 3 prochains matchs, spoiler on va en parler juste après. Et Jay Crowder
on le voit sur le début de match, il y a eu en effet du Ayton versus Giannis. On était tous épatés de voir Giannis. Parce que ça, pareil, on va en parler des Bucks. En effet, comme tu le dis, Giannis a quand même joué ce Game 1. Mais non, on arrive sur les Bucks, parce que les Bucks sont hallucinants aussi. Mais Jay Crowder, qui vient aider tout de suite sur Giannis, qui décide de prendre la match-up en laissant justement les tueurs à gages, là, les Chris Paul, les Cameron Payne et compagnie, et Michael Bridges mettre leur main, leur mimine. Ouais. C'est vrai que là-dessus, le plan de jeu était parfaitement exécuté. Phoenix devait prendre ce match et ils l'ont pris. Le mec, Jay Crowder, le mec a mis 1 point dans ce match. Il a hyper mal shooté. Son match m'a donné envie de m'acheter son maillot. Ah non, mais il est trop fort. Ce genre de match, ça me donne envie d'acheter des maillots, moi. C'est ça. Vraiment. C'est Jay Crowder. C'est trop bien, quoi. C'est provocation de passage en force, de rentrer dans la tête. Exactement, donner de la voix, rentrer dans la tête, mettre les muscles quand il faut. Quand tu joues small, t'es content d'avoir Jay Crowder et ses gros muscles qui se baladent en poste 3, 4, 5 là. Tout à fait. Bref, donc super match de Jay Crowder au Game 1. Et d'ailleurs, pour moi, il fait partie des mecs qui ont fait en sorte aussi que Milwaukee galère en attaque. C'est sûr. Alors on a évidemment pour clore sur le Game 1 côté Suns, on a le 22 points 19 rebonds de DeAndre Ayton, on a les 32 points 9 passes de Chris Paul où c'était une masterclass. Devin Booker, comme tu as dit, qui au-delà de ses stats, 27 points et 6 passes, a quand même fait les bons choix et était hyper pertinent. On a les très bonnes entrées de Cam Johnson et Cameron Payne notamment avec 20 points à eux deux. Côté Bucks, puisqu'on en parle maintenant, Cameron Payne, on va y revenir aussi. Côté Bucks, tu as... On attendait cette news, on était tous en train de faire F5 en amont de ce match, on se demandait est-ce que Giannis joue pas. Nous on discutait tous les deux en off sur le canapé, on se disait putain ça fait 8 jours seulement qu'il a fait le genou en W là à Atlanta. Son genou il s'est bien plié quand même. Tout à fait, il joue ce match, clairement on a vu que sur ce match, je dis bien sur ce match, qu'il n'était pas tout à fait au top au niveau de son genou. Je parle bien. Mais même au match 2, il a pas l'air au top. Je veux dire, il fait un match de monstre. On en va en parler, mais il y a des moments. Il met du temps à se relever. Moi, je dis, il est pas à 100% du tout en fait. Non, mais bien sûr, mais en tout cas, la version qu'on a vue après sur le Game 2, c'était. Mais tu sais que même au Game 1, ce qu'il envoie là, je sais plus combien de. 20 points, 17 rebonds et 4 passes. 17 rebonds, 4 passes. Non, c'est propre. Il est lourd, il pèse fort et tout. Quand ça joue un peu small, qui a les rares séquences où il n'y a ni Portis ni Brook Lopez, en fait, eux, ils ont Giannis en 5. Quoi. Non, mais quand Phoenix a Torrey Craig ou Jay Crowder, quoi, c'est quand même autre chose. Il y avait des interrogations sur le small ball potentiel des Bucks avec Giannis en 5. On en reparlera après sur le Game 2. Mais tu as un bon Middleton qui te met quand même 29 points à quasi très 50% bon au shoot. Il a été très bon. Ouais, il a mis les gros shoots importants quand il le fallait. Jrue Holiday, malheureusement, est complètement à côté de la plaque. 10 points à 4 sur 14 au tir. Des mauvais choix et pas forcément en défense aussi bon qu'on l'espérait sur cette rencontre. Oui, parce que c'est vrai que Chris Paul s'est un peu trop baladé dans le troisième quart. Si Jrue Holiday ne plante pas ses tirs, n'est pas suffisamment agressif non plus, et qu'en plus, Chris Paul lui fait la chanson de l'autre côté du terrain, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ça s'appelle Eric Bledsoe. Tout simplement. Et ça a rappelé des mauvais souvenirs. Mais ça, c'est que le Game 1, hein. Ouais, tout à fait. Parce que pour moi, le Game 2, c'est autre chose. Tout à fait. Justement, on va en parler maintenant du Game 2, parce qu'en transition de ce Game 1 au Game 2, il y a eu un aspect qui a été mentionné par Budenholzer, et moi, je te voyais un peu taper du poing sur la table, Alex, dans Twitter, en disant, attends, Mike Budenholzer, il parle, il dit, quand même, il y a eu 26 lancers qui ont été pris par les Suns contre 16 seulement de la part des Bucks. Réaction, Alex? Depuis quand le nombre de lancers francs est un système pour juger l'arbitrage? N'importe quoi. Alors qu'ils mettent la pression, c'est de bonne guerre. Qu'ils mettent la pression, qu'ils mettent la pression, c'est de bonne guerre. Il n'y a pas de problème avec ça. Vas-y, mets la pression, c'est ton rôle de coach. Franchement, vu le Game 1 qu'il a fait, fallait bien qu'il se rattrape en conférence de presse, Bud. On est d'accord. Par contre, c'est vraiment de la mauvaise foi la plus totale de prendre le nombre de lancers. Quand tu regardes le match 1, et je parle que du match 1, puisqu'on va voir qu'au match 2, d'ailleurs, c'est très rigolo parce que, match 1, 16 lancés pour les Bucks, 26 pour les Suns. Bastien, on était devant tous les deux, on l'a commenté. Il n'y avait pas photo entre l'agressivité et la façon d'aller chercher les lancers. En gros, côté Bucks, il y a Giannis qui est agressif et qui va chercher des lancers, et les autres, ça pull up. Alors que côté Suns, t'as Booker qui a montré le ton, t'as Ayton qui allait prendre des fautes et tout ça. Ils ont pas du cette coup,
y a rien de très scandaleux. Alors oui, moi j'ai gueulé un peu sur Twitter, donc il y a des gens qui m'ont dit non mais attends, on m'a ressorti une ou deux actions où Middleton se fait soi-disant découper. Ok, peut-être qu'il y a eu un call ou deux qui sont pas bons, moi je dis pas le contraire. Je dis, ce que j'aime pas c'est le côté genre oui on a eu beaucoup moins de lancers, c'est dégueulasse les arbitres. N'importe quoi. Elle est où la relation de cause à effet? Je comprends, il y a des matchs sur lesquels on peut revenir sur les lancers francs tentés et on peut dire quand même au niveau de l'arbitrage ça dénote quand même un certain avantage qui a été donné. C'est déjà arrivé dans l'histoire de la NBA, ça peut arriver. Moi là où perso j'ai pas eu trop de problèmes avec cette déclat, c'est que on le sait que ce sont des jeux d'échecs tout le temps, les conférences de presse en playoff. De bonne guerre, je l'ai dit. Et donc Budenholzer, c'est le premier à mettre la pression. Et je pense pas que c'est uniquement pour mettre la pression sur les arbitres, c'est aussi pour mettre la pression sur ses joueurs. Et on l'a vu sur le Game 2, c'est-à-dire que Budenholzer... Middleton, 0 lancé au premier, 0 lancé au deuxième. Hein. Tout à fait, mais on va y venir le message de son coach. On va y venir après sur les performances des autres joueurs des Bucks. Mais quand même, le message de Bud, il est entendu par certains parce que s'il y a bien un truc, et là on passe tout de suite maintenant au Game 2, qu'on voit dès le début du match, c'est que le niveau d'agressivité des Bucks, il est énorme. Et donc, quelque part, moi, quand j'ai revu la déclaration de Bud, je me suis dit, ok, bon, bah, il y en a qui ont regardé la conférence de presse côté Bucks. Oui, mais moi, je me suis juste insurgé. D'ailleurs, j'écris quand je le mets dans mon tweet, je dis juste cette bonne guerre, je comprends, je m'insurge juste contre le côté genre nombre de lancers pas équilibré, arbitrage qui s'est chié. Non, il y a trop de trucs. D'ailleurs, la preuve, les Bucks, ils ont été beaucoup plus agressifs au Game 2, tu viens de le dire, Bastien. Bien sûr. Bah, ils ont eu 23 lancers, les Suns en ont eu 14. Tout à fait. Voilà. Est-ce que Monty Williams là va débarquer en conférence de presse et dire oui les arbitres ont fait de la merde et tout, ils ont eu plus de lancers que nous, c'est pas juste? Peut-être. Dans ce cas-là on rigolera. Je pense que c'est différent quand tu es vainqueur du match et quand tu es perdant. C'est-à-dire que là, à mon avis, Monty Williams, il va plutôt dire en interne à Chris Paul et Devin Booker, juste les gars, vous avez pris un lancer combiné tous les deux. Alors très bien les gars, super, vraiment. Pur match. 54 points à vous deux. Il va avoir du mal à engueuler Devin Booker sur le Game 2. 54 points, tout à fait. Mais en amont, on va parler du Game 3. Quand tu te ramènes à Milwaukee, il va falloir justement pousser les arbitres à siffler parce que ce sera plus en interne. Mais ce sera le premier, comme on l'a vu, à dire à DeAndre Ayton, lève le menton parce que mon garçon, il faut être plus agressif. Tout à fait d'accord. En fait, je suis d'accord avec ça. Juste moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le nombre de lancers que tu obtiens est quand même à 99% en fonction de ton agressivité. Et les Bucks viennent d'en faire la preuve juste en un Game 1, un Game 2. Tout d'un coup, ils sont plus agressifs. D'ailleurs, au passage, il faut qu'ils soient plus agressifs, les Bucks. Puis je sais pas ce que t'en penses, Bastien. Il faut qu'ils les mettent aussi, leur lancer. Parce que dans ces matchs-là un peu serrés, si tu lâches à chaque fois 8 ou 10 points sur la ligne, c'est beaucoup quand même, hein. Non, mais bien sûr. Après, tout à fait. Après, Yanis, il en a mis 11 sur 18. Certes, il pourrait avoir un meilleur pourcentage, mais c'est surtout qu'autour de lui, il n'y a que Jrue Holiday et Jeff Teague qui ont tenté des lancers. Ça veut dire 0 lancé pour Brook Lopez, ça veut dire 0 lancé pour Chris Middleton, ça veut dire rien. Bon, on n'attend pas grand-chose de PJ Tucker, mais Bobby Portis, l'impact, il est quasi fantomatique. Donc, sur le Game 2 en lui-même, plus grosse agressivité des Bucks dans le début de match. Réponse des Suns, et c'est ça qui est quand même assez dingue en termes de qualité de basket de la part de Phoenix, qui est une équipe qui l'a montré tout au long de la saison, et là on le voit sur ces finales, c'est ok, les Bucks ont un plan de jeu en début de match que je trouvais assez intéressant, qui était de défendre différemment sur Chris Paul et Devin Booker. Là, ils ont bien switché, là, ils ont forcé là. Exactement, pour leur empêcher d'avoir leur zone de confort. Sauf que derrière, ce qui se passe, c'est que le niveau de calme des Suns et d'ajustement fait que derrière, Jay Crowder, Mikal Bridges, Cam Johnson, moi-même, j'en croyais pas mes yeux. Mais oui, je pense que de toute façon, c'est le nirvana pour vous. Vous êtes sur un nuage, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que les mecs, parce que là, pour le coup, Jrue Holiday, il fait grave son match défensif, je trouve, sur Chris Paul. D'ailleurs, Chris Paul perd bien plus de ballons que d'habitude. Tout est plus compliqué pour Chris Paul. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Bastien. C'était mieux. Ensuite, ils empêchent. C'était vraiment mieux, je trouve, défensivement de la part de Jrue en termes d'intensité. Ensuite, ils empêchent, comme tu viens de le dire, les ISO Booker, principalement, ou Chris Paul, sur les joueurs un peu plus faibles défensivement. Donc, c'est bien joué. Et qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils se mettent à trop bien faire tourner. Ils se mettent à drive and kick. Et puis, attention, parce que là, Jay Crowder, il a rentré ses tirs. Mikal Bridges, j'en parle même pas. Paul George. C'est compliqué quand même. 27 points et 7 rebonds. On rappelle que c'est la draft 2018. Ça a été drafté après plein de garçons que vous connaissez peut-être, Luka Doncic, Trae Young, DeAndre Ayton. Et puis il n'y a pas que des 3 en catch and shoot. Il y a des petites feintes, des petits dribbles, des petits touche. Ouais, des petits pull-ups à mi-distance, des petits runners, des petits drives. Oh là là. On exécute en sortie de temps mort. Tiens, Mikal, prends-la et puis mid-range. Ouais. 27... Tu passes derrière l'écran puis tu mid-range. Non, c'est magnifique. 27 points et 7 rebonds pour lui. Il a été un des gros artisans de ce Game 2. C'est comme tu le disais, au niveau de l'ajustement des Suns,
Ok, vous nous avez fermé notre zone de confort à mi-distance, en tout cas en première mi-temps, parce qu'on parlera après de la deuxième période. Mais par contre, vous allez vous taper le fameux match des Suns où tu es à 20 sur 40 à 3 points. Et donc, si ça commence à rentrer dans tous les sens, bah c'est le jeu des taupes, c'est-à-dire que tu appuies sur une taupe et tu sais pas, et en fait, il y a un autre trou qui s'ouvre. Tu sais, c'est les inondations, quoi. Tu es là, genre, tu mets des mains. C'est-à-dire que c'est terrible, quoi. Surtout que Devin Booker, il a pas très bien commencé son match au tir en plus. Mhm. Donc quand même, on n'emmenait pas forcément large devant le match. On était là genre, oh là là. Moi, je dois le dire qu'à la fin du premier quart, je parle pas du deuxième quart, on va parler du deuxième quart après. Hein. À la fin du premier quart, devant le match là hier, j'étais là genre, la vache. C'est une longue Au série. niveau intensité, ils sont longs, tu sais, j'étais là genre, qu'est-ce qu'ils sont longs, tu sais, à chaque fois qu'on essayait un truc, qu'est-ce qu'ils sont longs, et j'étais là genre, on shootera jamais comme ça tout le match, donc ça va être compliqué, quoi. T'sais, Pareil. parce qu'en fait, au premier quart, tu tiens, t'es en vie, parce que je Parce que crois, sur 26 points, je crois que c'est 8 x 3, 8 x 3, mais c'est 24, 8, ouais, c'est ça. Vous êtes à 8 sur 14 à 3 points au premier quart. Mais le plan de jeu des Bucks, d'ailleurs, là-dessus, comme tu le disais, t'es les Bucks, tu te dis, bon, on s'est fait sanctionner par Jay Crowder, Michael Bridges et ne sais-je, on continue. Oui, bah, les Suns sont à 8 sur 14 à 3 points au bout d'un quart, mais t'as 3 points d'avance. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On y va. T'as bien fait ton travail. Le problème, c'est qu'il fallait tenir 48 minutes. Et ça, là-dessus, les Bucks sont pas déjà, le deuxième quart. Grosse leçon de coach Monty Williams à coach Budenholzer, là, le deuxième quart. Grosse leçon, changement, variété, on est mieux préparé, ça se voit. Et puis, Budenholzer, on peut pas tout lui mettre sur le dos non plus. Genre, il est là vraiment dans ce match, notamment dans le deuxième quart. Donc, il est obligé de jongler avec les minutes de Giannis. Giannis, on sent qu'il pèse de ouf des deux côtés du terrain. Il est monstrueux, Giannis, dans ce match 2. Monstrueux. Au rebond offensif, en drive. Il met des petits pull-ups. Bon, ok, ça rate un peu de lancer et tout, mais il nous met des fade-away à la Dirk et tout. Enfin, attention. Il envoie du très, 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 très sale Giannis, notamment en début de troisième quart. Mais c'est vrai que le deuxième quart-temps est un vrai problème pour les Bucks, qui fait qu'ils se retrouvent menés de 12-13 à la mi-temps. Ouais. Parce qu'en fait, les Suns continuent sur le même rythme. Bouge pas, je vais le dire là, exactement. 30 points marqués par les Suns, 16 par les Bucks. Les Bucks fléchissent offensivement, les Bucks attaquent encore de la même manière, quelques shoots qui rentrent pas, tu te fais sanctionner de l'autre côté, Devin Booker qui commence un petit peu à chauffer, ou c'est moi qui me suis, tu vois, genre voilà quoi. Et du coup, écart. Et en fait, ça va faire partie des choses qu'on pourra dire pour les Bucks pour le match 3 et le match 4 qui vont devoir jouer à la maison, où ils vont avoir l'influx de leur public et tout. Mais c'est que quand même, ces Bucks là, avec les quelques difficultés qu'ils ont pour scorer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas ouf, quoi. En points par possession, c'est vraiment pas ouf. Ils peuvent pas se permettre de laisser filer les Suns 10, 12, 15 points comme ça devant. Non, tu peux pas. C'est compliqué. Surtout lorsqu'il est question de laisser à des garçons comme Devin Booker, comme Chris Paul, et avec un coach comme Monty Williams qui est en train de montrer que ce genre de scène, ça lui fait absolument pas peur. Que lorsque il y a des équipes, tu leur donnes 6-8 points d'avance, ça tremble des genoux. Tu donnes aux Suns la possibilité de mettre le couvercle sur le match. C'est bon. D'ailleurs, on l'a vu sur le quatrième quart-temps. C'est-à-dire que même si on a commencé à avoir un petit lead qui se réduit, ça revient à 8-6 points. On s'est dit, tiens, ce serait bien que les Suns mettent un bucket là maintenant. Bon, voilà. Chris Paul, switch, tir à mi-distance. Devin Booker, et tu maintiens. Jab step, moi Middleton. C'était très compliqué. Sur Giannis, je pense qu'on peut en faire quand même un focus parce que. Tu crois, ouais. Bon, au-delà des stats où il fait donc 42 points, 12 rebonds, 4 passes, 3 contres, il joue 40 minutes, il est à 15 sur 22 au tir. Il fait un troisième quart-temps qui est historique puisque c'est le plus gros total de points. Il met 20 points dans le troisième quart-temps, c'est le plus gros total de points scorés par un joueur en finale NBA depuis quoi? Depuis Jordan dans les années 90, un truc comme ça. Ouais, depuis Jordan. Si je dis pas de bêtises. Ouais. On le voit déterminé, il tape du poing sur une chaise pendant les temps morts, il essaie de motiver les gars, il est énorme en défense, il est énorme en attaque, il met littéralement la franchise sur mon dos. Il se comporte comme un vrai bon leader. Ouais, je vais me permettre, et je veux bien ton avis là-dessus, et même les fans des Bucks de longue date, je crois que c'est un de mes... C'est malheureux parce que c'est dans une défaite, hein, mais je crois que c'est un de mes matchs préférés de Giannis en carrière. Il est incroyable hier soir. Il est incroyable, c'est un très grand match de Giannis. Défensivement, je le trouve complètement ouf. Déjà au Game 1, je le trouvais vraiment très très relou. Là, il avait l'air un petit peu mieux physiquement qu'au Game 1, mais toujours clairement pas à 100%. Ouais. Mais clairement pas. Hein. Il met du temps à se relever, il y a des petits mouvements latéraux, il est un peu moins bien. Enfin, genre, il joue blessé vraiment. Hein.
Le niveau de détermination qui monte sur cette rencontre Le niveau de détermination est monstrueux. Le niveau aussi d'intelligence, genre quand ça joue trop small côté Suns, Giannis, il a vraiment joué comme un pilote. Il est allé se mettre dessous, il a demandé la balle dessous, il a pris tous les rebonds offensifs au rebond, massacré. C'était chaud. Et ça faisait très mal. C'est d'ailleurs sous son impulsion à Giannis que les Bucks sont revenus à genre 5-6 points. 6 points, bien sûr. Ou genre là, ça a mouillé un peu vite fait quand même côté Suns. Mais comme tu l'as dit très bien, il y a vraiment Chris Paul, Devin Booker et bien sûr Scotty Bridges qui ont réglé ça tranquillou dans la foulée. Mais quand même, c'est vrai qu'Giannis est absolument incroyable. C'est vrai que c'est un match immense. En plus, bon... Allez, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Un tout petit peu trop de pull-up à 3 points. Alors, on lui laisse tellement de place qu'il finit par les prendre, mais c'est vrai qu'il ne devrait pas les prendre. Il devrait presque s'avancer. Je trouve. Après, voilà, c'est comme ça. En fait, moi, j'entends bien parce que aussi on est dans nos canapés tranquilles avec nos micros branchés et qu'on est comme ça. Et qu'en fait, quand ton genou a tourné en W et que tu as Ayton et Jay Crowder qui t'attendent dans la raquette, qui prennent 5 tirs à 3 points, on peut regarder ça avec notre popcorn et dire arrête de pull-up parce qu'on aime bien faire ça et qu'on est à distance. Mais quand t'es Giannis et que tu vois l'intensité qu'il met en bas, sous l'arceau, les clés de bras qui se prend, parce que, et j'utilise bien le terme clé de bras, je pense que tu l'as vu, la Devin Booker, où il lui prend le bras pour l'emmener au lancer franc et dire tu ne feras pas de N1. Je pense que on peut lui dire quoi ? On peut lui dire en effet que, allez, 1 sur 5 à 3 points, ou à la limite le 11 sur 18 au lancer franc, mais quelque part, j'ai envie de dire, c'est dans la dynamique de ce qu'on avait dit il y a quelques jours, je crois, dans l'apéro des finales de conférence. Giannis est en train de faire des playoffs héroïques. Enfin, je veux dire, globalement. Là, ce qu'il montre sur ce Game 2, j'ai eu beaucoup de mal pour les gens qui continuent à dire que c'est un tout droit et qu'il n'a pas de leadership. Je veux dire, là, je veux dire, c'est flagrant à quel point il montre à quel point il est fort. Non, mais faut les laisser, c'est pas grave. Chacun, s'il y en a qui n'ont pas envie, qui n'aiment pas Giannis Antetokounmpo, qui n'ont pas envie d'apprécier son jeu, moi je veux pas me battre contre ça. Chacun son truc, chacun ses goûts. Pour moi, c'est un immense joueur, immense champion. Je voulais pas me battre, Alex. Je voulais pas me battre contre le fait que des gens puissent apprécier ou ne pas aimer le jeu de Giannis. Ça, c'est clair. Il y en a qui aiment pas, qui aiment bien, etc. Mais c'est juste qu'on dise que c'est un tout droit. Qui a pas de technique dans son jeu et que surtout ça manque de leadership. Le match des finales NBA c'est factuellement faux. Exactement, c'est juste ça. Et ces playoffs entiers sont là pour le montrer. Ouais. C'est factuellement faux. Donc bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Le vrai drame pour Giannis, c'est pas les quelques haters qu'il a. Le vrai drame pour Giannis, c'est que là, dans un match comme hier, où ça démarre, où moi j'étais là genre, Budenholzer, bien l'adaptation, tu vois, franche pas toi. Genre, moi, dès les premières possessions offensives des Suns, j'étais là, genre, putain, il switche pas. Ouais, il y a de l'ombre. Brook Lopez, il est protégé, Brook Lopez. On a vu même quelques trappes un peu hautes et tout. Enfin, des trucs, j'étais là, genre, ok, ça va bien nous faire chier, tu vois, au niveau des Suns, quoi. Et puis, au fur et à mesure du match, ça s'effrite. Au fur et à mesure du match, il recommence à se faire un petit peu manger en termes de choix de rotation par Monty Williams. Et puis surtout, offensivement, il a besoin d'aide, Giannis, là. Parce que défensivement, les Bucks... Bon, ils ont cassé un tout petit peu trop de points, mais peut-être qu'on peut se dire qu'à Milwaukee, les Suns ne seront pas aussi chauds, tu vois, genre au niveau du scoring, ou peut-être, tu vois. Me parlez pas des calls des arbitres, parce qu'hier, ils en ont eu moins que les Bucks, donc c'est pas vraiment le sujet. Par contre, effectivement, on peut considérer qu'il pourrait peut-être être un peu moins chaud. Par contre, s'il n'a pas un peu d'aide plus que ça, en termes d'agressivité offensive, en termes de variété offensive, la défense des Bucks, elle est déjà adaptée, elle est prête, ils ont les gars pour le faire. Bon, même s'il y a Saric et peut-être Craig là qu'on a pu dans la rotation, on va faire re-rentrer Abdelnader. Et puis on a du Crowder, du Cam Johnson, on n'a pas encore dit son nom, mais tu sais que... Si, j'en parlais pour le Game 1. T'en as parlé, mais tu vois, genre voilà, genre mine de rien... Limite, bon, son shoot, mais son boulot défensif, je dois reconnaître que je m'attendais pas du tout. Sur les pénétrations de Giannis, donne-moi la balle. Je m'attendais pas du tout à ce que Cam Johnson... et cette efficacité et cet impact-là défensif. Moi, alors, pas du tout. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Bastien, je veux bien ton avis là-dessus. Là, on est d'accord pour dire que le Game 1 de Chris Middleton, ok, il met 29 points, mais son Game 2, non, c'est horrible. C'est indigne de son statut. Non, c'est horrible. Le meilleur ailier de ce match, c'était Michael Bridges, bien sûr. Qui a genre 8 ans de moins, quoi. Enfin, 6 ans de moins. Non, mais c'est pas normal. Genre, il y a zéro agressivité. Ouais. Il a tu pris des tirs. Devin Booker. Devin Booker lui a mis la totale en deuxième mi-temps. Oh la vache, déjà défensivement, mais tu vois, attends, qu'il se fasse prendre la sauce par ce Devin Booker là,
Attention, ça peut arriver à d'autres gens. Ah, bien sûr, Par mais contre, tu que de l'autre côté du terrain, tu rends. putain, c'est clair. Ouais. Non, mais sur cet aspect-là, évidemment, hier, il y avait un côté, certains qui en parlaient, ça faisait très, très LeBron Early Years, où le mec met 42 points et en fait, autour de lui, t'es là, genre, mais mec, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi Chris C'est Middleton? clair. Pourquoi tu joues comme Terrence Mann, mec? Enfin, genre, c'est relou, là. En fait, sur cet aspect-là, je pense que les Bucks, en effet, peuvent s'en vouloir d'avoir perdu les deux premiers matchs et ils vont être amenés à mieux jouer à domicile. Ça, j'y crois. On va y venir après sur le game 3 et 4. Je pense qu'ils vont avoir plus d'impact de la part de Lopez et Middleton et Holiday. Mais en fait, les Suns sont tellement forts en face et montrent qu'ils sont tellement capables de s'ajuster qu'on en a parlé combien de fois, Alex, à quel point les finales NBA, c'est la réduction de ta marge d'erreur en fait. Contre le Heat, les Bucks, ils peuvent se permettre de mal shooter. Ils auraient eu peut-être les rebonds ou un mec qui prend feu. Contre les Nets, il s'avère qu'il y a deux joueurs qui sont blessés aux côtés de KD, donc Harden n'est pas 100% et Curry n'est pas là. Contre les Hawks, juste tu peux parce que le talent offensif global, tu peux les sortir. Contre les Suns, en fait, ta marge de manœuvre fait que si tu as un énorme Giannis et que tu as un Holiday correct, tu ne peux pas te permettre d'avoir un Middleton qui est pas bon. Contre les Hawks ou l'équipe B des Nets et contre Miami, pourquoi pas? Mais là, contre Phoenix, tu ne peux pas en fait. Il faut que tout le monde soit aligné parce que c'est le niveau qui est requis pour ces finales NBA. Moi, je pense ça. Ouais, et puis on a cette sensation là sur le game 2. On a vraiment une sensation, en tout cas au niveau de Middleton et de Holiday. Mhm. Tu vois, on se disait, oui, toi t'en as parlé, je crois que c'était ton point tactique. La lumière est un peu puissante. Oui. La lumière est Alors qu'en brillante, fait, la lumière, elle est très forte. Et il y a Michael Bridges et Booker qui font, ah, il est sympa ce soleil là. C'est ici Ah, Castorama. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est trop bien. C'est ici le terrain de jeu. Et eux, ils s'éclatent et ils jouent. Et ils jouent. Ouais. Et ils sont préparés à ça. Ils se sont mis Alors beaucoup qu'on de a la pression, ouais, j'ai sensation que l'impression, ouais. Yanis, il a vraiment son mental de champion et qu'il n'y a rien qui pourra ralentir Yanis. Rien du tout. Mais qu'effectivement, on a l'impression que ça brille un peu trop pour Middleton et Holiday. Alors, en tout cas, à Phoenix, ça brillait trop. On verra Ouais. à Milwaukee. Hein. Moi, je suis pas en train d'enterrer les Non, Bucks. bien sûr, bien sûr. Loin de moi cette idée. Bien Mais sûr. juste là, surtout sur le Game 2, où autant Holiday, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait un effort réel défensif. Il a vraiment fait chier Chris Paul. Ouais, et puis les ou contres qu'ils Booker. font sont monumentaux. Mais c'est là où les Suns sont forts aussi. Genre, il y a Holiday à un moment dans le début, je sais plus quel moment du troisième ou du quatrième quart, qui se met vraiment sur Booker parce que Booker était tellement chaud que c'était plus possible. Tu vois. Ouais, Et quatrième là, quart, qu'est-ce je qui se crois. passe? C'est des écrans pour Chris Paul, c'est Chris Paul qui se met à driver, à faire des mid-range et tout. Non, bien sûr. Là, les Suns font vraiment chier les Bucks. Mais au-delà de ça, c'est vrai que le match offensif d'Holiday et le match offensif de Middleton sont beaucoup trop faibles. Déjà, ça ne drive pas assez au cercle. Je veux dire, Jrue Holiday va quand même pas me dire que Chris Paul et Cameron Payne, ça l'empêche de passer l'épaule et d'aller au cercle. Non, non, Faut mais, pas exagérer quand mais même. il le fait, mais il finit mal. C'est terrible parce que, Ouais. parce que Holiday, Il va pas honnêtement, au Alex, bout. sur le. Oui, tout à fait, mais honnêtement, sur le match 2, il essaye d'aller vers le panier, il a essayé un petit peu, mais juste, il finit mal. Tu sais, quand il y a l'espèce de slap de Chris Paul là en bas, en première mi-temps, là où il y a une espèce de situation Oui, bizarre, je crois que c'est genre Cam Johnson qui essaie de provoquer un passage en force sur Yanis. Yanis trouve Holiday qui est seul en bas et Chris Paul le slap. Ouais, ouais, Genre, ouais. Holiday ne finit même pas ce lay-up. Non, il finit pas ça. Il y a un niveau de non-application qui fait peur quand T'as même. raison, ça rate du mid-range aussi. Du Ouais, mid-range qu'on sait très bien qu'il est capable de mettre. Middleton aussi. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que là, oui, là, sur le Game 2 notamment, la lumière, elle a été un peu forte pour Chris Middleton et Jrue Holiday. Ils se mettent pas mal Pendant de qu'en pression, fait, Booker et Michael Bridges c'est incroyable, mais Booker, tu vois, dans le côté star qu'on attend, Mhm. bah là, sur le Game 2, Ah, non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. l'autre, Ah, ça il a peut fait, faire. attendez, juste, c'est moi le meilleur joueur offensif de ce match, là, pourquoi on C'est discute? Tu vois, genre, c'est moi en fait. Non, bien sûr, bien sûr. Merci. Tu vois, Bah, et ça, c'est chaud pour les Bucks parce qu'il va falloir qu'ils qui s'ajuste redressent sa forme. Hein. en rentrant à la maison, justement, avant de parler du Game 3, juste point statistique pour ceux qui ne l'avaient pas en tête. Chris Middleton, Brook Lopez et Jrue Holiday hier soir, 36 points. Jay Crowder et Michael Bridges, 38. Juste à eux deux. Voilà. Ça vous donne une C'est pas petite idée normal. du bordel, c'est Ce juste n'est pas pas normal. Et donc Je suis justement, d'accord, c'est en pas amont du Game 3, Alex, et on va poser la question à tout le monde, à la fois à toi pour les Suns Ouais. pour continuer, mais aussi pour les Bucks sur comment s'ajuster. Game 3 et Game 4 à Milwaukee, vous le savez, ensuite ce sera Game 5, si je dis pas de bêtises, Game 3 dimanche soir 2h du matin, et Game 4 mercredi 3h du matin, donc mercredi la semaine prochaine. La parole au champion, pour le moment de cette série. 2 matchs, c'est géré, les 2 mains sur le volant. Tu es les Suns.
comment est-ce que tu abordes les 2 prochains matchs pour, on va pas se mentir, essayer d'en gagner 1 sur 2? Ah bah c'est clair, bah, bien sûr, tu veux pas laisser les Bucks revenir à 2-2. Hein. On sait très bien que si les Bucks reviennent à 2-2, c'est plus du tout le même délire mentalement. En plus, ils ont déjà montré, que ce soit dans la série face aux Nets ou dans la série face aux Hawks, qu'ils avaient quand même des vraies ressources mentales. Donc à mon avis, à Phoenix, personne sous-estime le fait que d'aller à Milwaukee, là ça ressemble bien à un bon enfer bien bouillant. Ça, c'est clair et net. Avec du Giannis vénère, avec très probablement, j'espère pour les Bucks, un Middleton quand même qui va être un peu chaud, qui va s'énerver un petit peu et tout, tu vois, genre normal. Le truc, c'est la question qu'on se pose, et là ils viennent de prendre 2 fois 118 points, les Bucks, et ils ont mis 105 et 108. Avec des mini trous d'air offensifs qui leur ont coûté très cher. Dont les Suns ont pu profiter. Est-ce que les Bucks déjà sont capables à la maison, avec l'influx, avec l'énergie et tout, de fournir un match offensif complet? Oui. Bien sûr, mais un match, ils n'ont pas le choix en fait. En fait, on se rend compte que, et avec ces Suns, ils défendent bien, hein, les Suns, hein. Ils défendent vraiment intelligemment et tout, mais surtout ils attaquent hyper bien. Et que même si tu défends bien, si de l'autre côté tu scores pas assez, il y a quand même de fortes chances que tu mettes moins de points que les Suns en fait, parce qu'ils attaquent hyper bien. Ça, c'est la leçon des 2 premiers matchs pour les Bucks. Ils ne peuvent pas que miser sur on switch rien et on est dur. Il va falloir qu'ils varient en attaque. Il va falloir que le ballon parfois circule un peu mieux, un peu plus vite. Il va falloir effectivement, comme on l'a noté, que Jrue Holiday et Chris Middleton soient plus efficaces avec des meilleurs pourcentages au tir, hein, parce que là, tu parlais du nombre de points marqués, mais en plus, il faut voir le nombre de tirs pris. Je veux dire, Jrue Holiday, il est à combien? Il est à 7 sur 21, pendant que Middleton est à 5 sur 16. Attends. Ouais, 5 sur 16. Ouais. C'est 12 sur 37? Non, c'est trop moche. Pas possible. Je pense qu'un des modèles à suivre, évidemment, c'est un match sur lequel Giannis n'était pas là, mais le Game 5 qui a été joué par les Bucks contre Atlanta à domicile, quand tu apprends que Giannis n'est pas là, est un match sur lequel et Brook Lopez, et Bobby Portis, et Chris Middleton, et Jrue Holiday sont au max, ont retroussé leurs manches, et ont tabassé les Hawks. Et je sais qu'Atlanta, c'est pas la même équipe que Phoenix, et que le niveau est nettement supérieur, mais c'est pas forcément le total de points que tu mets, ou le nombre de rebonds que tu prends. C'est que dans l'attitude, et dans la manière de punir, les Bucks ont montré qu'ils étaient capables de ne pas dépendre de Giannis et qu'ils pouvaient vraiment faire du sale. L'attitude, je suis d'accord avec toi. Quand tu as en effet ce côté soit lumière trop brillante, soit je me mets trop de pression sur les épaules aussi. Parce que je veux dire, Michael Bridges, il est avec Jay Crowder, les gars ils sont là genre ouais, vas-y, moi c'est bon, mon contrat peut-être que je le négocie cet été, mais sinon moi je m'en bats les couilles. J'ai encore du temps. On voit les ballons, je vais les shooter. Enfin, exactement. Ils sont en confiance, quoi. Alors que Chris Middleton, t'as l'impression qu'il prend un peu certains jeux sur le game 2 en se posant 1500 questions, et je roule l'idée aussi. Je crois qu'il faudrait vraiment que ça s'énerve. Et c'est pour ça que j'étais content de voir Giannis s'énerver. Il faudrait vraiment que les Bucks s'énervent et la jouent vraiment physique, parce qu'ils sont en train de se faire avoir par les Suns. Et c'est assez troublant à voir. Ils sont en train de se... Exactement, mais tu as dit, Pombo, ils sont en train de se faire manger. Punked. Ils sont en train de se faire tactiquement et mentalement. Ouais. Parce que par rapport au Game 5 que tu as cité, je suis d'accord avec toi sur le côté à fond et tout. Par contre, c'était des Hawks sans Trae Young. Tout à fait. Alors que là, donc quand même avec un pouvoir offensif, je veux dire, les Hawks, je ne veux pas faire offense aux autres joueurs des Hawks, mais les Hawks sans Trae Young, offensivement, tout de suite, c'est plus tout à fait... Enfin, tu vois, ça ressemble plus à Cholet Basket tout de suite, tu vois, genre, voilà, quoi, c'est différent, quoi. J'entends. Non, mais c'est vrai ou pas? C'est différent. Alors que là, je te dis, ils ont 2 problèmes. Ils ont le premier, c'est que moi, je trouve que Middleton, il pull up trop, et c'est ce que Michael Bridges, Cam Johnson ou Jay Crowder ont envie de lui faire, envie de lui dire, tu sais quoi, gros, vas-y, mets-les les tirs. Mais là, tu as une main dans la gueule, on va pas trop faire faute sur toi et tout. Je trouve que Middleton, et on le sait, il a largement les moyens, avec son côté smooth et chaloupé, de nous faire des moves, de mettre les gars dans le vent, d'aller provoquer des lancers, d'aller marquer des paniers faciles pour se mettre en confiance, un petit lay-up ou 2, tu vois, un truc, quoi. Tu vois, il a les moyens de faire ça, et ça, les Bucks en ont énormément besoin, parce que je pense que de l'autre côté du terrain, oui, les Suns vont peut-être pas être en feu à 3 points, mais quand ils sont pas en feu à 3 points, t'as Booker qui va aller chercher des lancers, il y a les switches, il y a Chris Paul, il y a machin, il y a trucs. Ça va pas être si simple en fait. Ils vont essayer de bien défendre, de mettre dur, d'empêcher les Suns de scorer autant, mais je ne crois pas qu'ils vont réussir à
à annihiler comme ça l'attaque des Suns. Après, tu peux avoir un soir sans des Suns où ça shoot trop mal. Attention, c'est tout à fait possible. Mais je crois vraiment qu'il y a beaucoup plus de marge en attaque. Ils peuvent vraiment faire beaucoup mieux en attaque, les Bucks. Alors que finalement, en défense, je trouvais là sur ce match 2 que ils ont quand même envoyé un truc assez sale où pas mal d'équipes auraient rien pu faire. Non, c'est sûr. Il y a un aspect dont on a souvent rigolé, toi et moi, au long de la saison, parce que les Suns ont fait un recrutement, on se disait genre, tiens, c'est pas sponsorisé par le FC Tête de Con, mais il y a des garçons comme Jay Crowder autour de Devin Booker et compagnie qui sont capables de vraiment rentrer dans la tête des Bucks. Je me demande à partir de quel moment Mike Budenholzer ne va pas non plus contacter Greg Popovich, mais va se dire souviens-toi le I want some nasty. Quand est-ce que les Bucks rentrent aussi dans la bouche des Suns? Parce que là, les Suns, on est sur une balade dominicale. C'est-à-dire que on vous fait switcher. Quand même, t'exagères. Ce que je dis juste, c'est pas genre c'est pas blowout, c'est pas dans le sens blowout, hein, c'est dans le sens purement en termes de basket. C'est juste énorme. On n'a même pas parlé de la séquence à 15 passes là. Vous avez fait hier soir là, sur le game 2. Où il y a 12 passes. Le N1 de Ayton là. Et exactement. Ça défend trop bien en face, t'es d'accord? Ça défend bien. Ça défend magnifiquement. Ça défend magnifiquement, mais ça fait sanction avec un N1 de DeAndre Ayton. Bon, eh bien, il y a plusieurs choix face à ça. Soit tu baisses ta tête sur tes pompes et tu te dis, bah ouais, on a défendu de notre mieux, et puis bravo, bien joué pour le jeu de passe, etc. Soit tu dis, arrêtez de nous prendre pour des zouaves. Vous n'allez pas faire Ronaldinho là, où vous commencez à nous mettre des roulettes machin chouette, et en fait, tu mets quelqu'un au sol. Et je pense qu'il y a un moment aussi où les Bucks, j'aime bien la gentillesse de Brook Lopez, de Jrue Holiday, de Chris Middleton, etc. Mais est-ce que, et même Giannis quelque part, mais est-ce qu'il y a un garçon, comme Bobby Portis, comme d'autres, qui sont capables aussi d'aller rentrer dans la gueule d'un Jay Crowder et que ça mousse un peu, quoi? Parce que là, franchement, les Bucks, t'as l'impression qu'ils se font un peu rentrer dedans et que tu peux le faire à l'infini, quoi. Surtout qu'en plus, avec Dario Saric qui est out, le pauvre, plus possiblement Torrey Craig, ça te fait quand même 2 bonnes fortes têtes bien physiques en moins côté Suns. Alors il en reste. Ouais. Il en reste parce que Jay Crowder, si tu lui rentres dedans, je pense qu'il va pas se laisser faire et c'est pas sûr que tu le sortes de son match finalement. Booker non plus, Chris Paul. Mais je crois qu'il serait bien content d'en réavoir Zaza là, tu vois, les Bucks. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec toi, un peu de nasty côté Bucks. Donc ça fait pas mal de choses. Il leur faut un grand Giannis, il faut un Middleton qui soit plus agressif, qui score plus. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Ensuite, toi, tu dis il faut un peu plus de nasty. Moi, je dis il faut un peu plus de variété aussi en attaque. Il y a trop d'attaques des Bucks où les Suns, ça se voit. Et parfois, ils encaissent le panier quand même. Mais d'une manière générale, ça se voit. Ils savent à peu près ce qui va se passer dans l'attaque des Bucks, quoi. Ça, je pense qu'avec les joueurs qu'ils ont, ils ont largement les moyens de varier plus que ça. Largement. Donc ça, il faut varier. Ils seront obligés de varier dans le jeu. Maintenant, je sais pas si c'était forcément comme tu le disais là tout à l'heure, mais il y a un côté en effet de lumière très brillante et pression auto-mise sur les épaules de Jrue Holiday et de Chris Middleton. On va voir aussi à quoi ça ressemble pour les Suns de jouer des finales NBA en déplacement. C'est-à-dire que il y a un truc aussi où à Phoenix, genre quand tu débarques, genre je pense qu'il existe très très peu de meilleurs spots là dans la vie actuelle que d'être joueur des Suns devant les fans des Suns. C'est-à-dire que tu es dans une espèce de rave où les mecs sont derrière toi et sont là genre t'as eu le fan qui est comme ça. Le fan qui est comme ça, j'ai envoyé la photo, c'est extraordinaire. T'as l'impression que t'es porté, c'est même plus un 6e homme, les mecs, les fans sont carrément sur le parquet. Je veux bien voir aussi comment est-ce que les Suns jouent dans la fournaise du Wisconsin. De toute façon, si Michael Bridges il continue à jouer comme Paul George à Milwaukee, félicitations pour le triplé. Hein. C'est sûr qu'à un moment donné, ça c'est sûr que ça va se compliquer pour les Bucks. Ça on est tous d'accord parce que je pense que Chris Paul est un joueur avec l'expérience qu'il a et tout, puis tout ce qu'il porte et puis tout ce qu'il a déjà vu et tout, il est capable de faire des gros matchs à Milwaukee. Bien sûr. Je pense que Devin Booker. Moi, je pense que je serais même pas étonné qu'il y ait un match à 40 points de Devin Booker là-bas. Il est capable de faire des gros matchs partout. Ouais. Alors après, ça va plus se jouer sur effectivement, genre jusqu'à quel point la main de Cam Johnson ou de Michael Bridges elle tremble quand l'équipe a besoin que ça rentre, tu vois. Ou DeAndre Ayton qu'on a vu un peu plus soft là sur le game 2, là il s'est fait un peu plus manger et tout. Ça l'emmerde le small ball. Enfin, tu vois, genre en plus on l'envoie sur Giannis. Enfin, c'est une mission compliquée qu'il a mis DeAndre. Non, bien sûr. Donc on va voir, mais t'as raison, c'est clair que. Pour l'instant, les Bucks, bon, ils sont menés de 0. Maintenant, ils ont 2 matchs à jouer chez eux, devant leur public. Ils ont montré contre les Nets qu'ils étaient capables de pourrir complètement des séries et de rendre tout très très physique et que ça soit vraiment
très compliqué à jouer pour l'adversaire. Donc, on va voir. Hein, mais oui, ça risque d'être ça risque d'être un autre délire. Là, la salle tout en verre et tout, là, avec des daims partout. Là. C'est peut-être là qu'on va voir aussi quelle est la solidité de ce groupe à Phoenix. C'est-à-dire que tu vas en déplacement dans la fournaise. Il faut être très fort dès le Game 3. Parce que, attention, le Game 3, si tu redonnes espoir aux Bucks, bonjour l'ambiance du Game 4. Ils sont tout à fait capables de remporter un de ces deux matchs, Phoenix. 3-1 ou 2-2 quand tu reviens à Phoenix? J'ai dit quoi déjà en pronostic final, moi? J'ai dit 4-2, je crois. Ouais. Bon, je suis dans les temps, pour l'instant. C'est bien. C'est une bonne question. Je pense que ça joue beaucoup au match 3. 2-2. J'ai l'impression que si les Suns prennent le match, prennent pas le match 3, il y a 2-2. Tu vois ce que je veux dire? Si les Bucks reviennent à 2-1, c'est compliqué pour les Suns ce Game 4. Par contre, faut que les Bucks se méfient. Les Suns sont capables au Game 3 d'arriver en mode déter, couteau entre les dents. Genre, ils auront le plan de jeu pour. En fait. Ouais. Je vois bien 2-2 aussi. Et après 3-2, 4-2 après. Bam bam. Bam bam. Et après, on va voir ce que ça donne. Dites-nous évidemment, vous, ce que vous voyez sur les deux prochains matchs. Pour conclure un peu quand même sur cet apéro un peu au bout de deux matchs, on disait là tout à l'heure en rigolant qu'en effet, c'est des horaires merveilleux, etc. 3h du matin, c'est un peu chiant, etc. C'est pas les grosses équipes avec les grosses stars que certains attendaient, etc. Par contre, clairement, si vous avez la possibilité de regarder ces finales, ou même des replays ou quoi que ce soit, le niveau de basket qui est proposé, quand même, c'est des finales NBA. Là. Ouais, ça joue de ouf. Hein. Ça joue bien, hein, putain. C'est vrai, hein, vraiment. Ça rigole pas, tactiquement, c'est quand même assez léché. Non, bon. T'as les stars, je veux dire, ok, Middleton, son game 2 est pas bon, mais sinon on a quand même Booker, Chris Paul, Giannis qui sont grave au rendez-vous. Donc c'est quand même des joueurs très sérieux quand même. Hein. Bien sûr. Je veux dire, on a un double MVP, on a un mec qui se fait appeler le Pond God, et l'autre c'est le fils de Kobe. Donc si tu veux, ça commence à faire du beau monde, quoi, tu vois. Donc non, ça joue grave bien, ça joue collectif, des équipes qui se battent et tout. Non, franchement, après, moi, au-delà du côté fanboy des Suns, c'est des belles finales. Ouais, pour le moment, on se régale. Je te mets on the spot pour une dernière question et c'est celle qui va faire réfléchir les gens dans les commentaires avant de partir. Au bout de 2 matchs, Finals MVP, Devin Booker, Chris Paul. Devin Booker. J'entends. T'as vu, ça n'a pas hésité. Hein. Ouais, je vais dire Chris Paul quand même. Bon, franchement, je me scandaliserai pas. Hein. Les deux me vont. Les deux me vont. Les deux, tout va bien, je prends. Voilà. Donc, c'est pas jouer Holiday. Le MVP des finales, c'est bon pour moi. Vous nous direz évidemment les fans des Bucks. On vous retrouve évidemment dans les commentaires. Et je rappelle Game 3 ce dimanche soir à 2h du matin du côté de Milwaukee. On suivra toute l'actualité sur les prochains jours et notamment l'état du genou de Giannis. Des bisous. Ciao. Et bon courage aux Bucks. Ciao. Ciao.